Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles et je suis conseiller chez HomeGrade. Si vous ne connaissez pas encore HomeGrade, HomeGrade, c'est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise. Nous proposons aux particuliers divers accompagnements gratuits dans le but de les conseiller au mieux dans leurs projets de rénovation. Vous pouvez soit nous joindre par téléphone au 1810, soit via le formulaire de contact sur notre site homegrade.bruxelles et vous pouvez aussi passer nous voir en chair et en os au point info situé place Quetelet numéro 7 entre les métros Madou et Botanique sur le site de l'ancien observatoire d'astronomie. Je vous invite aussi à consulter notre site web car nous mettons à votre disposition toute une série de brochures thématiques et de fiches infos autour de la rénovation de l'habitat. Vous y trouverez par exemple une brochure sur les différents systèmes de ventilation. Pour finir, sur notre chaîne YouTube, vous pourrez retrouver d'ici quelques jours cette présentation ainsi que les autres webinaires que nous avons déjà réalisés. Bon, ça y est, le froid est de retour. Nous avons eu la semaine dernière les premières neiges qui ont paralysé nos routes, et même si nous apprécions le redoux de ces derniers jours, j'imagine que comme moi, vous avez constaté qu'il faisait froid dehors. En tout cas, à la maison, cela se traduit par de la condensation sur les fenêtres de la chambre de mes enfants. Et après en avoir discuté avec mes super collègues, j'en ai conclu que si je veux résoudre ce problème, je ne dois pas remplacer mes châssis, mais bien améliorer la ventilation de ma maison. Et pour savoir comment procéder en rénovation d'une vieille maison bruxelloise, je vous invite à accueillir Samuel Caillou, spécialiste en chauffage et ventilation chez Buildwise, le centre d'innovation du secteur de la construction. Avec toute son expertise, Monsieur Caillou nous présentera les différentes solutions de ventilation et s'attardera sur celles qui sont les plus pertinentes en rénovation. Samuel, la parole est à vous. Merci bien. Vous avez déjà tout dit sur qui est Buildoise, donc c'est très bien. Centre d'innovation pour les professionnels de la construction, en effet. Et donc moi, je suis Samuel Caillou et fais de la recherche donc chez Buildwise, notamment dans le domaine de la ventilation. Et donc je vais parler aujourd'hui de systèmes de ventilation qui sont plus appropriés ou plus faciles à installer en rénovation, sachant que ça reste toujours un défi d'installer un système de ventilation en rénovation. Alors, le contenu de ce webinaire est basé principalement sur un projet de recherche qui a été finalisé il y a déjà un certain temps en région bruxelloise qui s'appelait Préau-Climat, dont vous voyez les partenaires ici à l'écran, et qui était financé par Innoviris dans le cadre de l'appel à projet Living Lab. Alors, je vais commencer ce webinaire par parler un peu de qualité de l'air. Si on parle de ventilation, c'est dans le but d'assurer une qualité de l'air suffisante dans les logements. Et la thématique de la qualité de l'air est effectivement, qualité de l'air intérieur est effectivement très importante aussi en rénovation. Alors, pourquoi on parle de qualité de l'air? Parce qu'il y a un certain nombre de polluants qui sont spécifiques de l'intérieur de nos logements, qu'on ne retrouve pas à l'extérieur. Donc, c'est des polluants dont les sources sont vraiment spécifiquement à l'intérieur. Il y a d'abord ce qu'on appelle les bioeffluents, qui sont les polluants émis par les personnes, dont le CO2 est généralement un bon indicateur, un bon traceur. Et ces polluants, ça peut être évidemment des odeurs qui ont un impact sur notre confort, mais ça peut être aussi des polluants plus problématiques et qui, s'ils restent accumulés, peuvent avoir une certaine toxicité. Bien évidemment, l'humidité, tout le monde connaît un peu les problèmes d'humidité qu'on peut rencontrer dans un logement. Et un excès d'humidité augmente le risque de développement de moisissures, euh, notamment. Et donc l'humidité, elle est produite dans nos activités, dans la salle de bain, dans la cuisine, etc. Et il peut parfois y avoir un excès d'humidité à l'intérieur. Ensuite, il y a d'autres polluants plus problématiques peut-être encore, qui sont émis par certains matériaux de construction ou du mobilier, des polluants chimiques gazeux, et qui peuvent avoir différents degrés de toxicité ou de nocivité, et donc ils sont vraiment à éviter. Alors bien sûr, on peut faire le choix de matériaux qui sont peu émissifs à la base ou de mobilier qui sont peu émissifs. Mais malgré tout, dans un logement fermé, même avec des matériaux et des mobiliers choisis comme étant peu émissifs, on ne peut pas empêcher un certain nombre de polluants malgré tout d'être émis. Et puis il y a encore d'autres polluants qui sont un peu en dehors du scope de la ventilation parce que c'est des polluants qui ont une origine bien précise et qui doivent être résolus par ailleurs. Le radon, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de radon à Bruxelles. Le CO en cas de dysfonctionnement de système de chauffage et d'autres encore, mais finalement ce sont des sources qu'il faut vraiment éliminer à la source par d'autres mesures. Alors l'humidité, évidemment, c'est un élément qui est souvent bien connu quand on parle de problèmes de manque de ventilation ou de qualité de l'air à l'intérieur d'un logement. Mais en général, quand il y a un problème d'humidité, c'est vraiment qu'il y a un manque de ventilation qui est vraiment déjà
très important. Quand il y a de la condensation, par exemple, sur des ponts thermiques ou sur des parois froides ou sur des fenêtres, c'est vraiment qu'il y a une humidité trop élevée à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment associé à un risque important de développement de moisissure qui peut dégrader évidemment les finitions ou certains composants du bâtiment, pardon, mais qui présente aussi un risque vraiment très important pour la santé. Donc, c'est vraiment absolument à éviter. Mais en général, quand il y a des problèmes d'humidité, c'est vraiment qu'on manque beaucoup de ventilation. Mais la ventilation et la qualité de l'air, c'est bien plus que juste évacuer l'humidité. Et on considère généralement le CO2 comme étant un bon indicateur du taux de renouvellement d'air à l'intérieur d'un logement en présence de personnes. Et donc vous avez ici l'exemple de la concentration en CO2 qui est mesurée dans une chambre à coucher, dans une maison bruxelloise, dans le cadre du projet dont j'ai parlé. Une maison qui n'est pas du tout récente, elle a plus de 100 ans. Donc elle est probablement pas très bien étanche à l'air à certains endroits de l'enveloppe de cette maison, de ce bâtiment. Mais malgré tout, dans la chambre à coucher pour laquelle il y a les mesures ici, dans laquelle la fenêtre était fermée et la porte de la chambre aussi, eh bien, on voit qu'on a des concentrations qui augmentent vraiment très fortement pendant la nuit, pendant que les personnes dorment, et qui atteignent des valeurs très élevées, ici jusqu'à 5000 ppm de CO2. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est des valeurs qui sont vraiment très très élevées quand on parle de qualité de l'air. La ligne en rouge indique une valeur un peu de référence de qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments qui est de 1200 ppm et qui correspond à un débit de ventilation de 25 mètres cubes par heure et par personne. Et donc tout ça pour dire que même dans une maison très ancienne, on pourrait dire oui, mais il y a un certain renouvellement d'air, il y a certaines fuites, bah, une chambre à coucher peut être finalement, sans qu'on le sache, relativement bien étanche à l'air. Et si toute cette chambre reste fermée, mener à des concentrations en CO2, mais donc du coup aussi de tous les autres polluants éventuellement présents, qui sont trop élevés. Alors pour ça, donc, je vais parler aujourd'hui de ventilation et je termine cette introduction par un petit rappel en disant que les fuites justement au travers de l'enveloppe du bâtiment, que ce soit au niveau des châssis ou d'autres parties de l'enveloppe qui généralement occasionnent des inconforts, ben, ne sont vraiment pas suffisantes pour assurer un renouvellement d'air important et une qualité de l'air suffisante dans les logements. Simplement parce que ces fuites sont largement incontrôlées. On ne contrôle pas à l'endroit où elles se trouvent et donc où l'air va rentrer dans quelle pièce, mais elles ne sont pas contrôlées dans le temps non plus. Elles dépendent évidemment du vent et des conditions météo extérieures. On ne contrôle pas non plus le sens du flux. Et puis, si on a trop peu de fuites, bah, ce sera tout à fait insuffisant pour assurer le moindre renouvellement d'air. Et si on a beaucoup de fuites, bah, ça va surtout consommer beaucoup d'énergie et occasionner beaucoup d'inconfort euh, finalement, on aura à un certain moment trop de débit. D'une manière similaire aussi, l'ouverture des fenêtres n'est pas toujours suffisante pour assurer un renouvellement d'air important et contrôlé. Pourquoi? Parce que si on ouvre la fenêtre de manière permanente, ben, on va quand même avoir une perte d'énergie qui est importante, qui est constante. Et même si on ne chauffe pas, par exemple, on entend parfois, oui, j'ouvre la fenêtre dans ma chambre, mais je ne chauffe pas cette chambre. Ok, mais il faut savoir que cette chambre qui sera à une température assez basse en hiver va occasionner un transfert de chaleur et une perte d'énergie finalement des autres pièces du bâtiment, du logement, qui eux par ailleurs ou elles par ailleurs sont chauffées volontairement. Et puis si on ouvre les fenêtres de manière ponctuelle, les fameuses 10 minutes le matin et le soir, ben en fait c'est tout à fait insuffisant dès qu'on referme la fenêtre. Après quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, les concentrations reprennent leur valeur comme si on n'avait pas ouvert les fenêtres. Et donc on a besoin de systèmes de ventilation. Et je vais maintenant parler un petit peu des systèmes de ventilation classiques qui sont connus dans la réglementation et dans la norme ventilation en Belgique, qui sont peut-être connus de beaucoup de gens. Et puis je parlerai dans une partie plus tard de systèmes qui dévient un peu de ces systèmes classiques et qui sont éventuellement plus intéressants et plus faciles à installer en rénovation. Mais je commence donc par les principes classiques de la ventilation. Alors, dans ces principes classiques, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on alimente en air neuf les espaces de vie tels que les chambres à coucher, le séjour, etc., là où se trouvent les personnes, et on souhaite avoir de l'air de bonne qualité. Et à l'autre extrême, on va évacuer, on va extraire l'air pollué ou vicié dans les espaces qui ont le plus de sources de polluants, tels que la cuisine, la salle de bain, la buanderie, etc. Et entre les deux, on va assurer un transfert d'air depuis les espaces où on a des alimentations en air
les espaces où on a de l'extraction. Et sur base de ce principe un peu général de base pour les systèmes classiques, la norme et la réglementation PEB qui y fait référence euh, parlent de quatre systèmes de ventilation, les systèmes A, B, C et D. Alors le système A, d'un côté, est complètement naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune composante mécanique, aucun ventilateur, et donc aussi bien l'alimentation que l'évacuation sont réalisées de manière naturelle grâce à des grilles, à des conduits, des sortes de cheminées, etc. À l'autre extrême, en bas à droite, on a ici le système D, où là justement on a un système complètement mécanique, aussi bien à l'alimentation que à l'évacuation, à l'extraction, et donc on a une ventilation qui est évidemment mieux contrôlée. Et puis un système qui est très courant aujourd'hui en Belgique, c'est le système C, dans lequel on va avoir une alimentation naturelle, donc sans ventilateur, et une extraction mécanique, assurée grâce à des ventilateurs pour la ventilation, pour l'extraction. Alors j'ai maintenant quelques illustrations d'exemples de ces deux systèmes classiques, système D d'abord. Vous voyez ici deux images montrant des conduits différents. Donc il y a différentes solutions pour placer les conduits de ventilation. Vous avez ici deux illustrations des conduits ramifiés, rigides, ou bien des conduits semi-flexibles connectés à un collecteur en bas à gauche. Et puis dans un logement avec un système D, ben, on a bien sûr dans certaines pièces des bouches d'alimentation qui vont amener de l'air neuf et dans d'autres pièces, par exemple dans la salle de bain, des bouches d'extraction. Et puis à l'extérieur, au niveau des parois, de la façade et de la toiture, ben, bien sûr, on a la prise d'air du système de ventilation, comme on le voit sur la photo à droite en façade, et par exemple le rejet d'air en toiture. Quelques exemples aussi pour un système C classique. Donc, je suis toujours ici dans la partie avec les systèmes classiques. Un système C classique, donc on a des grilles d'alimentation naturelles qui sont généralement associées au châssis, comme on le voit sur les deux photos ici de gauche, par exemple dans les chambres à coucher. Et puis on a des bouches d'extraction mécanique dans certains espaces, comme dans la salle de bain. Et puis un petit groupe d'extraction ou ventilateur avec également un rejet en toiture ou en façade. Donc ça, c'est un peu les deux systèmes principaux qu'on applique généralement aujourd'hui dans les bâtiments neufs et donc qu'on voudrait pouvoir appliquer aussi en rénovation, mais qui ne sont pas faciles à appliquer en rénovation. D'autant plus que le système C classique, tel que je viens d'en parler, a un certain nombre de limitations. En fait, il fonctionne pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Il faut savoir que la norme qui définit ces systèmes est déjà très ancienne, elle a plus de 30 ans aujourd'hui. Et à l'époque, les connaissances en termes de physique du bâtiment n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Il y avait notamment pas accès à des simulations numériques, etc. Et donc les règles qui définissent ces systèmes ne sont pas très robustes. Et donc un système C tout à fait de base en fait, ne fonctionne pas si bien que ça. Pourquoi? D'abord parce que lorsque le bâtiment n'est pas 100% étanche à l'air, ce qui est parfois le cas en rénovation, il y a des fuites à différentes parties de l'enveloppe du bâtiment, par exemple autour des châssis. Et donc, si on a ce type de fuite dans la salle de bain, dans la cuisine, là où on a les extractions mécaniques, ben finalement, l'extraction mécanique de ce système C va provoquer l'entrée d'air via ces fuites directement dans la salle de bain et dans la cuisine, mais ça ne va pas forcer une entrée d'air telle qu'on le souhaiterait au niveau des grilles d'alimentation euh, dans les chambres, par exemple. Et donc, ça ne fonctionne pas tout à fait comme souhaité. Un deuxième problème, c'est l'effet du vent. On peut avoir des grilles d'alimentation libres, naturelles, qui sont sur plusieurs façades. Et donc, on peut avoir un effet du vent d'une façade à une autre et donc un transfert d'air depuis certaines grilles vers d'autres grilles. Alors, c'est sans doute bien dans les espaces où les grilles sont face au vent parce qu'on va avoir de l'air neuf. Mais dans les grilles qui sont dos au vent, on va avoir de l'air qui provient de d'autres espaces et qui est probablement déjà chargé en polluants ou éventuellement un débit qui sera insuffisant dans certains espaces. Un troisième problème avec le système C classique, c'est lié à l'effet de tirage thermique, donc qui se passe un petit peu comme dans une cheminée. Donc il faut savoir que dans un bâtiment, en hiver, l'air intérieur du bâtiment est plus chaud qu'à l'extérieur, et donc il va y avoir une tendance naturelle d'un effet cheminée, comme on l'a dans une cheminée. Donc c'est-à-dire que l'air chaud intérieur va vouloir sortir en haut du bâtiment et l'air froid extérieur va vouloir rentrer plutôt en bas du bâtiment.
Et donc avec un système C classique, on a des grilles sur plusieurs étages, éventuellement dans une maison par exemple. Eh bien, on va avoir un débit plus important que ce qu'on souhaite au rez-de-chaussée dans le séjour et un débit plus faible, voire peut-être dans certains cas pas du tout de débit au niveau des chambres à coucher à l'étage. Et donc, ce qui peut occasionner aussi un manque de ventilation et donc des concentrations en polluants trop élevées, comme on peut le voir avec des mesures de CO2 par exemple. Et donc, sur base de tout ça, ben, on a essayé d'explorer dans le projet de recherche dont j'ai parlé des systèmes de ventilation un peu différents, un peu innovants, qui soient éventuellement plus faciles à installer en rénovation, tout en restant très performants, aussi bien du point de vue de la qualité de l'air que de l'énergie. Alors évidemment, en rénovation, c'est assez difficile d'installer un système de ventilation. Il y a plusieurs défis, plusieurs contraintes. Il y a des questions de coût d'abord, hein. On sait bien que la ventilation n'est pas toujours l'élément prioritaire quand on rénove un logement. Il y a d'autres défis tels que l'isolation, le changement du système de chauffage, pour lesquels il y a des effets peut-être plus visibles que sur la ventilation. Donc on a tendance à laisser la ventilation pour plus tard. Puis les systèmes de ventilation classiques dont je viens de parler, le système D, les systèmes C, sont parfois lourds à installer, lourds en investissement. Il y a des questions d'encombrement aussi, hein, donc ces systèmes qui ont une composante mécanique nécessitent de la place pour les conduits. Il y a aussi l'emplacement du groupe de ventilation ou de l'extracteur d'un système C, par exemple. Il y a des questions d'intégration dans les différentes phases de rénovation aussi. Le système C dont je viens de parler nécessite des grilles dans toutes les chambres à coucher. Mais dans certains cas, en rénovation, on a déjà remplacé les châssis et donc on n'a plus la possibilité, par exemple, de rajouter facilement ces grilles en même temps que les châssis. Et puis là où on a des conduits de ventilation, il y a éventuellement un impact sur les finitions intérieures. Et donc c'est vraiment sur base de tout ça qu'on a essayé d'identifier des systèmes plus faciles à installer. Je vais vous en montrer ici principalement quatre. Et donc le premier, on l'a appelé le système D cascade. Alors c'est de principe un peu un système D parce que aussi bien l'alimentation que l'extraction sont mécaniques, représentées ici par les flèches vertes pour l'alimentation et en brun pour l'extraction. La différence avec un système D classique, c'est qu'on ne va pas avoir d'alimentation mécanique directement dans le séjour. On va alimenter mécaniquement uniquement les chambres, comme on le voit ici à l'étage de cette maison, et on va extraire donc dans la salle de bain et dans la cuisine. Et finalement, le séjour, il est ventilé de manière indirecte avec de l'air qui est transféré depuis les chambres à coucher, qui passe dans le hall de nuit, et puis qui arrive dans le séjour et qui enfin est extrait dans la cuisine. Si on regarde ce qui se passe avec ce système sur un plan, donc ici vous avez le plan pour cette même maison, avec un rez-de-chaussée, un étage, un séjour au rez-de-chaussée, deux chambres et une salle de bain à l'étage. Et donc, comme je viens de le dire, on alimente uniquement en air représenté par les flèches vertes ici, dans les deux chambres à coucher. On extrait dans la salle de bain et dans la cuisine. Et le séjour est ventilé grâce au transfert d'air, comme on le voit avec les flèches grises, depuis les chambres vers le séjour et enfin vers la cuisine, qui est ouverte dans ce cas-ci. Et donc, par rapport à un système D classique, le principal avantage, c'est n'a pas cette alimentation dans le séjour et donc on va avoir moins de composants et moins de travaux à l'intérieur. Alors, ce système, ben, il peut être réalisé avec des composants qui sont déjà disponibles sur le marché, hein, les composants de base de ce système, que ce soit le groupe de ventilation, les conduits ou les bouches dans les espaces, sont des composants tout à fait classiques. C'est juste que on ne ventile pas le séjour de manière mécanique. Et donc les avantages, c'est effectivement de ne pas avoir cette alimentation dans le séjour. Et dans une maison existante relativement classique, où on aurait éventuellement le grenier qui peut servir de local technique, dans lequel on a le groupe de ventilation et qui permet d'alimenter relativement facilement avec des conduits les chambres qui se trouvent à l'étage directement par le plancher du grenier, eh bien, de pouvoir éviter d'avoir ce conduit qui va jusqu'au séjour et qui devrait normalement traverser tout le logement, c'est un gain quand même assez important en termes de traversée des différentes pièces, de finition, etc. Avec ce système des cascades aussi, on a un débit qui est de conception un petit peu réduit par rapport à un système des classiques. Et donc, on peut se permettre d'avoir un groupe de ventilation un petit peu plus petit, qui va peut-être coûter un peu moins cher. Et comme on n'a pas ce conduit d'alimentation vers le séjour, on a aussi une économie sur le coût des conduits.
Et donc ce système est a priori applicable dans de nombreuses configurations de logements, aussi bien des maisons que des appartements. Et je vous montre maintenant l'exemple ici d'un appartement. Dans un appartement, ça peut être un système individuel, où on a vraiment chaque système de ventilation dans chaque appartement, ou ça peut être un système collectif commun à plusieurs appartements. Mais le principe est le même. Donc comme on le voit ici dans un appartement, une chambre, on a une alimentation en air mécaniquement dans la chambre, et puis des extractions uniquement dans le WC, la salle de bain et la cuisine, et le séjour est ventilé donc par transfert d'air depuis la chambre, le couloir, vers le séjour et vers la cuisine ouverte. Le deuxième système très performant qui a été identifié dans ce projet et qui est plus facile à installer en rénovation, c'est un système qu'on a appelé le système C-Hall. Donc, c'est basé sur le principe d'un système C, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'alimentation en air qui est naturelle, donc sans ventilateur, et l'extraction qui est mécanique. La différence par rapport à un système C classique, c'est qu'on va avoir seulement une entrée d'air naturelle au niveau du rez-de-chaussée, dans le hall d'entrée, par exemple, associé à la porte d'entrée ou à une fenêtre dans le hall d'entrée ou au-dessus de la porte d'entrée. Donc, on n'a pas d'alimentation en air dans les chambres à coucher comme on l'aurait dans un système C classique. Par contre, dans les chambres à coucher, on va rajouter des extractions mécaniques. On a aussi des extractions mécaniques dans la salle de bain et dans la cuisine. Et donc, les chambres sont ventilées par de l'air qui provient du hall d'entrée et qui va être extrait mécaniquement dans toutes les pièces, y compris dans les chambres à coucher. De nouveau, sous forme de plan avec la même maison, donc et les deux chambres à l'étage, au premier étage, ça donne ceci. Donc on a une seule flèche verte, c'est l'alimentation naturelle en air au niveau du hall d'entrée. Et puis dans toutes les pièces, comme on le fait dans tous les systèmes, donc extraction dans la cuisine, dans la salle de bain, mais ici en plus, on extrait aussi dans les chambres à coucher avec ce système d'extraction mécanique, ce qui assure une ventilation très bien contrôlée au niveau des chambres. Alors avec le principe et la conception de ce système, on arrive à un débit total, on le voit dans le petit tableau ici, qui généralement est un peu plus élevé qu'avec d'autres systèmes classiques. Mais il est assez évident que ce système, pour bien fonctionner, surtout pour être performant aussi en termes d'énergie, on le choisira avec une ventilation à la demande, c'est-à-dire que les débits vont être adaptés dans les pièces en fonction de capteurs qui vont mesurer, par exemple, le CO2 dans les chambres, l'humidité dans la salle de bain, et donc ils vont vraiment adapter le débit en fonction des besoins. Et ce genre de systèmes sont des systèmes relativement classiques sur le marché déjà depuis de nombreuses années. Donc il y a plusieurs marques. Vous avez ici deux exemples à l'écran qui proposent des systèmes d'extraction dans lesquels il y a des clapets de régulation, donc pour réguler le débit, et des capteurs de CO2 ou d'humidité, par exemple. Et pour l'alimentation en air, donc la grille au rez-de-chaussée, il existe aussi, c'est finalement des grilles tout à fait classiques qu'on va simplement ici appliquer au niveau de la porte d'entrée ou de la fenêtre au-dessus de la porte d'entrée. Alors par rapport à un système C classique, ce système CO le présente pas mal d'avantages. Le premier, c'est qu'il est beaucoup plus performant en termes de qualité de l'air, de taux de renouvellement d'air que le système C classique. Je vous ai montré il y a quelques minutes les limitations du système C classique. Eh bien ici, puisqu'on a une seule entrée d'air naturelle, on n'a pas ces effets non contrôlés entre différentes grilles, ça c'est une chose. Une deuxième chose, c'est comme on a une composante mécanique, donc une extraction mécanique dans les chambres à coucher, ben, on a un débit dans les chambres à coucher qui est toujours contrôlé par cette extraction mécanique, indépendamment donc des conditions extérieures qui, par contre, ont un effet parfois négatif sur le système C classique. Autre avantage aussi de performance par rapport au C classique, c'est que comme on n'a pas d'ouverture naturelle dans les chambres, ben, on n'a pas le problème de bruit qui provient de l'extérieur, par exemple, ou de courant d'air, là où on n'a justement pas de grille. Donc c'est un avantage aussi. Alors, ce système est en partie aussi plus facile à installer. Évidemment, ça dépend de la configuration du logement, mais en tout cas, on a moins de grilles à placer. Donc, par rapport à la problématique où les châssis sont déjà remplacés, où des châssis sont déjà récents, ben, ça facilite l'intégration d'un système C-Hall ici, parce qu'on n'est pas obligé de placer des grilles dans toutes les pièces. Il y a bien sûr des extractions mécaniques supplémentaires dans les chambres, mais de nouveau, dans la configuration, on a une maison avec un grenier qui peut servir de local technique. Les chambres peuvent être relativement facilement accessibles pour ces conduits depuis le grenier.
Et donc ce système peut être aussi applicable dans un certain nombre de logements. Je ne vais pas montrer ici d'appartements parce qu'il y a d'autres systèmes dont je vais parler plus tard qui sont plus appropriés pour les appartements. Ici peut-être juste une petite variante de ce système Seoul. Donc le principe est le même, mais c'est avec des composants plus simples et donc meilleur marché. Le but ici est d'avoir un système qui soit économiquement vraiment encore moins impactant que les autres systèmes. Donc le principe est le même, alimentation naturelle au niveau du hall d'entrée et extraction dans tous les espaces, mais plutôt que d'avoir un groupe d'extraction centralisé avec tous les capteurs dont j'ai parlé il y a quelques minutes, on peut avoir des extractions séparées en deux, des extracteurs décentralisés pour la cuisine et la salle de bain, donc comme on le voit ici en haut à droite, qui nécessitent une ouverture en façade et qui ont leur propre régulation, qui fonctionnent tout à fait indépendamment, donc dans la cuisine et la salle de bain. Et pour les chambres à coucher, ben, on peut avoir finalement un système centralisé pour plusieurs chambres à coucher, mais qui ne contient pas de clapet et pas de capteur et qui serait simplement régulé, par exemple, sur base d'une horloge pour assurer une ventilation suffisante pendant la nuit et réduire le débit, par exemple, pendant la journée. Et donc, grâce à ces composants séparés qui ne font pas appel à des capteurs, à des clapets, etc., il y a moyen d'avoir un coût significativement réduit par rapport au système C-Hall que j'ai montré juste avant. Donc voilà, ça je viens déjà de le dire. Donc coût d'installation réduit par rapport au système C-Hall. Moins de travaux aussi à l'intérieur puisqu'on a certaines extractions qui se font directement au travers de la façade. Et un dernier avantage, c'est le phasage possible des travaux. Il y a déjà certains logements qui sont équipés d'extracteurs dans certains espaces, dans la cuisine, dans la salle de bain. Et donc à partir de ce système existant avec des extracteurs dans ces pièces-là, mais on peut facilement euh, upgrader le système vers un système C-Hall, simplement en ajoutant une extraction pour les chambres à coucher, pour vraiment garantir cette ventilation contrôlée dans les chambres à coucher et donc apporter une bonne qualité de l'air également pour les occupants pendant la nuit. Je vais maintenant passer à deux autres systèmes qui ont un certain intérêt, notamment dans le cas des appartements, mais qui sont sur certains points peut-être un peu moins performants ou en tout cas moins robustes que les deux premiers que je viens de montrer. Celui-ci, c'est un système saisonnal avec des ouvertures d'alimentation en air motorisé. Donc le principe est plus proche du système C classique. Donc on a bien des alimentations en air présentées par les flèches vertes ici dans tous les espaces, dans les chambres et dans le séjour. On a des extractions dans tous les espaces de service. La particularité de ce système, c'est que les grilles d'alimentation, en tout cas certaines grilles, et au minimum la grille du séjour, sont équipées d'une ouverture motorisée. Et donc, sur base d'un capteur de CO2, par exemple, l'ouverture va s'ouvrir ou se fermer à certains moments. Il existe aussi des systèmes sur le marché qui sont déjà disponibles pour réaliser ça. Peut-être pas beaucoup de marques différentes, mais en tout cas, il en existe. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, imaginons pendant la journée, les personnes sont présentes dans le séjour, donc le capteur CO2 va détecter la présence de ces personnes, puisque le CO2 est émis par les personnes. Et donc, la grille du séjour va s'ouvrir. Celle de la chambre, elle reste ouverte en permanence, pardon. Et donc, on a bien alimentation de l'ensemble du logement et extraction dans les espaces de service. Par contre, ce qui est surtout important avec ce système, c'est ce qui va se passer pendant la nuit lorsque les occupants ne sont pas présents dans le séjour. Là, la concentration en CO2 dans le séjour va diminuer. Et donc, le système va détecter qu'il n'y a pas besoin de ventiler le séjour et la grille motorisée du séjour va se refermer. L'avantage, c'est que pendant que cette grille du séjour se referme, ben, on va vraiment forcer l'air à rentrer préférentiellement dans là où les chambres à coucher qui, elles, ont bien leur grille ouverte. Et donc, on va vraiment maximiser la ventilation et le renouvellement d'air dans les chambres, ce qui ne serait pas le cas avec un système dont les grilles restent ouvertes en permanence. Donc, c'est le principal avantage donc, de ce système, donc, c'est d'avoir cette régulation de l'alimentation locale et dans certaines configurations de logement avec une cuisine fermée ou avec un séjour séparé par rapport à la cuisine, c'est un système qui est parfois plus facile à installer aussi. Mais ce système néanmoins a certaines limitations, c'est pour ça que je disais qu'il était moins robuste ou peut-être moins performant que les deux premiers systèmes que j'ai présentés. C'est qu'il est quand même sensible à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. Donc il est sensible au fait qu'il y a éventuellement des fuites dans l'enveloppe du bâtiment. Si je reviens de slide ici en arrière,
Ben, ce qu'on souhaite faire avec ce système, c'est de fermer l'entrée d'air du séjour. Mais si à côté de cette entrée d'air, il y a des fuites dans le séjour, ben, on ne pourra pas empêcher l'air de rentrer par ces fuites. Et donc, on va moins bien contrôler, moins bien forcer l'air à rentrer par la chambre à coucher. Donc, dans le cas où l'enveloppe du bâtiment n'est pas suffisamment étanche à l'air, ce système ne va finalement pas fonctionner comme on le souhaite. Et donc, on recommande ici d'utiliser ce système pour des très bonnes étanchéités à l'air. Un autre système intéressant également pour des appartements, c'est un système C cascade. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un système D cascade, donc c'était euh, alimentation et extraction mécanique et transfert d'air donc depuis les chambres vers les autres pièces et notamment le séjour. Ici, c'est le même principe de transfert d'air, mais sur base d'un système C, donc où l'alimentation est également naturelle. Et donc pour le plan ici d'un appartement à une chambre, donc on a une grille d'alimentation naturelle dans la chambre à coucher, extraction dans les espaces de service comme d'habitude, et le séjour est donc bien ventilé par de l'air transféré depuis la chambre vers le couloir, vers le séjour jusqu'à la cuisine ouverte. Et donc ce système est facilement applicable dans des appartements, que ce soit une chambre ou plusieurs chambres. Il est également facilement applicable dans le cas d'une cuisine fermée ou d'un séjour séparé. On peut avoir une extraction supplémentaire dans ce séjour. Et par rapport au système C-Hall, pour lequel je ne vous ai pas présenté le cas d'un appartement tout à l'heure, parce que dans un système C-Hall, on a généralement le hall, ici on parle bien du hall de l'appartement, hein, pas le hall commun. Le hall n'est généralement pas en contact avec une façade et donc il est difficile à appliquer dans un appartement. Mais donc ce système ici C cascade finalement est un peu une évolution de ce système C hall pour un appartement, où plutôt que de faire entrer l'air dans le hall, on le fait rentrer simplement dans les chambres à côté, à coucher, pardon, qui sont sur le même étage que le hall et le séjour. Néanmoins, ce système C cascade est aussi relativement sensible à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. Si je reviens sur le plan, mais s'il y a des fuites ici sur le plan au niveau du séjour, au niveau des fenêtres du séjour par exemple, eh bien l'air va préférentiellement rentrer par ces fuites et ne rentrera pas suffisamment par la grille dans la chambre à coucher, donc on aura également une performance diminuée. Donc il est recommandé aussi uniquement dans les cas où, en même temps dans la rénovation, on va améliorer l'étanchéité à l'air. Voilà, ça clôture ici les détails donc, des différents systèmes innovants dont je voulais parler. Je vais ici conclure en résumant finalement un petit peu comment est-ce qu'on peut choisir un système de ventilation en rénovation. Alors parmi les systèmes que j'ai présentés, ben, les deux systèmes qui sont vraiment les plus performants et les plus robustes en termes de qualité de l'air et de consommation d'énergie, que ce soit grâce à la récupération de chaleur ou grâce à la ventilation à la demande, ce sont le système D cascade et le système CO et ses variantes. Ils sont à choisir éventuellement en fonction de la configuration du logement. Il y a un aspect déjà cuisine fermée ou cuisine ouverte. Dans le cas d'une cuisine fermée, ces systèmes ne sont pas directement applicables, mais il y a des variantes qui existent pour pouvoir appliquer ces systèmes dans le cas d'une cuisine fermée. Dans un logement dans lequel on aurait de nombreux espaces de vie, on va plutôt privilégier un D cascade, et dans un logement, on aurait plutôt beaucoup d'espaces, salle de bain, salle de douche, etc. On va plutôt privilégier un système C-Hall, comme je vais vous le montrer tout de suite. Donc ici, on a un logement, 3 étages, où on a 4 chambres à coucher, donc c'est un bâtiment un petit peu plus grand que l'exemple qui était montré initialement. Et donc dans ce cas-ci, le système D cascade est vraiment très approprié, très performant. Et on voit bien ici l'effet de réduction du débit de conception du système D cascade par rapport au système D classique dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. Dans le petit tableau ici, on a finalement pour ce système D cascade un débit de conception de 150 mètres cubes, alors que si on voulait installer un système D classique, on en aurait 250. Même configuration de logement, mais dans lequel on a plus d'espace humide, donc des salles de douche privatives dans les chambres, par exemple, ou plusieurs salles de douche, ou plusieurs salles de bain, ou plusieurs WC, etc. Dans ce cas-là, le système C-Hall est souvent intéressant, lui qui est basé donc sur l'extraction mécanique dans ces différents espaces de service, salles de bain, WC, etc. Et puis si on a un logement pour lequel on ne peut pas facilement appliquer ce système D cascade ou ce système C hall,
notamment dans les appartements, alors les systèmes C cascade et saisonnal, les deux derniers dont j'ai parlé, peuvent être intéressants, donc notamment dans les appartements, mais comme je l'ai dit, attention, ils nécessitent une étanchéité à l'air suffisamment bonne. Et donc ici, je vous montre l'exemple d'un plan d'un appartement avec trois chambres et l'application d'un système C cascade. Donc on a l'alimentation en air dans les chambres uniquement et puis l'extraction dans toutes les pièces, y compris ici dans le séjour parce que c'est un séjour fermé, séparé dans le cas de cet appartement. Et puis bien sûr, pour le choix d'un système de ventilation, il y a encore d'autres critères que les aspects purement performance de la ventilation. Il y a des aspects de confort thermique, de confort acoustique, le coût d'investissement, hein, certains systèmes sont plus chers que d'autres. Et puis en ce qui concerne la performance énergétique, donc certains systèmes, notamment le système D cascades et C cascades dont j'ai parlé, ont déjà par conception un débit qui est réduit. D'autres systèmes peuvent facilement appliquer de la ventilation à la demande, donc ils vont réduire le débit en fonction des besoins. Et puis avec les systèmes qui sont basés sur les systèmes D, donc complètement mécaniques, on peut toujours appliquer donc la récupération de chaleur au niveau du groupe de ventilation, donc qui va récupérer la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air neuf et donc permettre d'économiser l'énergie et de diminuer les coûts d'utilisation. Voilà, j'en termine donc avec ces systèmes et je mentionne également ici quelques références qui sont disponibles sur le site de Buildwise pour les professionnels de la construction notamment. Et s'il y a des professionnels parmi vous, juste ici deux petits slides pour vous indiquer deux guidances technologiques qui sont assurées actuellement par Buildwise et avec différents partenaires. Une première qui est spécifique à Bruxelles et pour la construction durable et pour susciter l'innovation dans la construction durable. Donc cette guidance s'appelle CETEC. Et une deuxième ici qui est pour les trois régions et qui est plus orientée sur l'application des normes et qui s'appelle les antennes normes et pour lequel vous avez un certain nombre de références également sur le slide. Voilà, j'espère que j'ai été consistant avec le temps imparti et Très je peux bien. maintenant répondre à d'éventuelles questions. Ouais, merci beaucoup Samuel d'avoir partagé tous ces bons conseils et toutes ces solutions un peu alternatives au système de ventilation plus classique. En tout cas, je vois que moi j'ai des pistes de réflexion pour ventiler mon logement et qu'il n'y ait plus de Très buée bien. sur la fenêtre de la chambre de mes enfants. Il y a beaucoup de questions, vous étiez plus de 100 à nous suivre et il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. J'ai essayé de répondre à quelques-unes, mais malheureusement ça va très vite. Je vais essayer de regrouper les questions. Bon, on va commencer la première. C'était sur un tirage, manque de tirage dans les chambres. Quel est l'intérêt d'installer une VMC simple flux type Ranson? Mais ça, vous l'avez un peu abordé, mais je pense que ça vaut peut-être le coup d'éclaircir ce point-là. Euh, Oui, quand il donc y a un ici, moi, manque de je parle tirage dans vraiment les chambres. du système de base sur lequel il n'y a aucune régulation. Donc, il y a vraiment, on applique simplement la norme. Il faut savoir qu'il y a des systèmes C classiques sur le marché qui font appel à des capteurs de ventilation à la demande, etc. et qui, dans une certaine mesure, contrecarrent déjà un certain nombre de ces effets négatifs. Mais donc, pour le système vraiment C de base, il y a ces limitations, effectivement. Mais donc déjà avant ce projet, il y avait des systèmes C, par exemple, qui ajoutaient des extractions dans les chambres à coucher et qui effectivement sont plus performants en termes de qualité de l'air et de renouvellement d'air. Le système C Hall dont j'ai parlé aujourd'hui, finalement, c'est encore une évolution de ce système où on a entre-temps supprimé les entrées d'air dans les chambres parce qu'on se rend compte qu'avec une seule entrée d'air dans le hall d'entrée, ça marche déjà très bien. Ok. Les entrées d'air murales sont-elles favorisées par rapport aux fenêtres pour des questions acoustiques, filtres, etc. Alors, pas spécialement ce qui va déterminer de placer une entrée d'air murale, c'est surtout le fait que les châssis sont déjà récents et qu'on n'a plus l'opportunité de rajouter des grilles dans les châssis. Euh, mais donc, sinon, l'un ou l'autre ont leurs avantages chacune. Et donc, il existe effectivement des dispositifs aussi pour assurer l'entrée d'air en façade, donc qui nécessitent un carottage, un percement. Il y a peut-être un peu moins de choix de produits au niveau des grilles en façade que au niveau des châssis parce que c'est peut-être un peu moins développé.
Euh, Ok. Alors, il y a plusieurs questions, notamment, bah là, c'est vrai que vous parlez toujours des groupes de ventilation en toiture inclinée. À Bruxelles, on a pas mal de maisons à toit plat. Quelle solution ou alternative pour des toits plats? Est-ce que vous avez des idées, des propositions? Alors ça va dépendre évidemment un petit peu de la configuration. Finalement, pour la ventilation, c'est quand même beaucoup la configuration du logement qui détermine beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça que certaines personnes disent parfois il faudrait penser à la ventilation avant tout autre travaux pour déjà savoir, tiens, où est-ce qu'on va placer par exemple le groupe de ventilation. Et donc, ça dépend si on a la possibilité d'avoir un local technique, une buanderie par exemple à l'étage du logement, ou quand même un petit grenier dans lequel il y aurait la place pour placer le groupe de ventilation. Donc ça c'est une possibilité. Maintenant, beaucoup de fabricants de systèmes D, par exemple, proposent également des variantes qui peuvent être installées dans un faux plafond, et donc qui sont vraiment sous une forme très aplatie, qui font pas plus que 30 centimètres d'épaisseur et qui peuvent être intégrés dans le faux plafond d'un hall, par exemple. Et donc, ça, c'est une solution aussi quand on n'a vraiment pas de local technique. Mais voilà, il faut quand même savoir qu'il y a quand même encore quelques conduits, même si ici on a supprimé, si je parle des cascades, on a supprimé ici le conduit qui va vers le séjour, donc c'est déjà un avantage, mais il reste quand même encore à placer le groupe et quelques Mhm. conduits, effectivement. Et si ce groupe est placé dans un espace non chauffé, il y a peut-être lieu d'isoler les tuyaux? Oui, alors dans tous les cas, il y a certains conduits qui doivent être isolés. J'en ai pas parlé ici, donc c'est abordé plus en détail dans la note d'information technique sur la ventilation en général et certainement dans des fiches aussi home grade. Donc avec un système D, les conduits qui doivent être isolés sont ceux situés entre le groupe et la limite du volume protégé. Et donc, imaginons ici que le toit serait isolé sur le schéma qu'on voit à l'écran, mais ce sont les conduits depuis le groupe vers l'extérieur et de l'extérieur qui doivent être isolés. À l'inverse, si le groupe de ventilation est placé dans un espace non chauffé, ben, c'est tous les conduits qui vont du groupe vers les pièces qui doivent être isolées. Donc ça peut être pas mal de conduits à isoler dans le cas où le groupe est en dehors du volume protégé. Ok, merci. Il y a plusieurs questions aussi sur l'impact de ces systèmes sur le certificat PEB. À partir du moment où ils ne respectent pas la norme, est-ce que ça a un impact Mhm. sur le certificat PEB? Alors effectivement, j'ai pas détaillé ça, donc plusieurs de ces systèmes, le D-Cascade et le C-Hall notamment, ne sont pas prévus dans la norme actuelle. Ça viendra certainement un jour quand cette norme sera révisée, et donc aussi dans la PEB probablement, mais c'est pas pour tout de suite. Et donc à court terme, ces systèmes peuvent être certainement installés dans les cas de rénovation euh, qui n'ont qui n'ont pas d'exigence en termes de ventilation, dans le cas notamment où on ne remplace pas les châssis par exemple. Euh, donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ça a évidemment un impact éventuel aussi sur le certificat PEB. Là, j'avoue que je ne connais pas bien les nuances entre les trois régions et donc quelles sont les conséquences exactes, mais c'est un processus qui est en évolution aussi. Donc, donc les trois régions sont bien au courant aussi de ces systèmes et donc c'est quand même prévu à terme d'avoir une évolution de la norme et des réglementations également. D'accord, donc pour le moment, on ne respecte pas la norme, mais il y aura peut-être une évolution de celle-ci et peut-être que ce type de ventilation pourrait respecter une prochaine norme. Oui, et Ok. à court terme, on peut certainement l'appliquer là où il n'y a pas d'exigence de ventilation, donc dans les rénovations Simple, simples ouais, ou limitées, sachant que il vaut toujours mieux ces systèmes-là que pas de ventilation du tout. ok. Euh, une question, peut-on combiner l'extraction d'air d'une cuisine, donc c'est-à-dire via la hotte, et dans le même conduit avoir une ventilation? Alors on peut éventuellement effectivement combiner l'extraction de la ventilation et la hotte. Donc en général, la hotte va être séparée avec un rejet vers l'extérieur ou éventuellement avec une hotte à recirculation, ce qui se fait parfois aussi. Mais on pourrait effectivement imaginer que la hotte est une hotte sans moteur et qu'elle est connectée directement au système de ventilation. Pour que ça fonctionne bien, il faut quand même s'assurer que le débit, lorsqu'on utilise la hotte, soit suffisant pour l'extraction de la hotte et pour vraiment l'efficacité de la hotte. Et donc là, il faut bien concevoir quel est le débit qu'on va mettre en œuvre et d'avoir une position de réglage dans la cuisine qui permet d'augmenter le débit du système de ventilation lorsqu'on souhaite utiliser la hotte.
Ok. Il y a une personne qui se pose des questions, notamment bah, sur les solutions que vous proposez, elles demandent pas mal, elles consomment de l'énergie, elles demandent pas mal d'équipement. Est-ce qu'il y a des alternatives low-tech? Oui, c'est une bonne question. Donc tout dépend de ce qu'on appelle un petit peu low-tech. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ici, mais on pourrait imaginer avoir des systèmes avec des fenêtres automatisées, par exemple, qui permettraient de s'ouvrir en fonction des besoins sur base de capteurs CO2. Mais comme je le disais, tout dépend de ce qu'on appelle low-tech. Euh, Ce qu'il faut en tout cas bien retenir, c'est que une ventilation basée uniquement sur les fenêtres et sur la régulation manuelle par les occupants, ben, ça va surtout dépendre des occupants. Et donc, si les occupants le font de manière extrêmement rigoureuse, connaissent bien le principe de ventilation et savent bien quand ouvrir et quand fermer, ça peut théoriquement marcher. Mais pour la plupart des logements et la plupart des occupants, c'est pas quelque chose qui va être fait de manière systématique par les occupants. Et Non. donc, effectivement, c'est très low-tech, mais ça marchera pas. Et donc, les alternatives à ça, c'est soit une ventilation mécanique, par exemple le système D cascade ici, il ne fait pas appel à des capteurs, etc. C'est un système qui fonctionne en continu, donc ça a un certain côté technologie limitée parce qu'il n'y a pas ces capteurs. Mais il y a tous ces conduits. Et à l'inverse, ben, des fenêtres motorisées, donc qui vont s'ouvrir à la place de l'occupant, ne font pas appel à ces conduits, mais font appel à des capteurs. Donc il y a toujours un peu de tech quand même pour que ce soit suffisamment efficace. Euh, Si ce n'est l'ouverture manuelle des fenêtres, mais qui va vraiment fortement dépendre des occupants et en général qui va quand même, pour une qualité de l'air équivalente, consommer plus d'énergie de chauffage parce que le débit n'est tout simplement pas contrôlé. Et avec les jours les plus froids où on se dit finalement aujourd'hui on va pas ouvrir. Et donc le Voilà. risque de pas ventiler comme il se doit. Une question sur le C-Hall. L'amenée d'air ne risque-t-elle pas d'être trop grande en termes de taille pour répondre aux besoins de débit? Et donc est-ce qu'il y aurait il pourrait y avoir des problématiques urbanistiques éventuellement si on a une grille trop grande? Et aussi, de point de vue acoustique, ce système Séoul ne crée-t-il pas des nuisances acoustiques avec l'extraction dans les chambres? Ou alors, ça veut dire qu'il faut installer des silencieux et autres, et donc augmenter le coût. Oui. Donc, première question d'abord sur l'entrée d'air. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Je l'ai mentionné, mais j'ai peut-être pas insisté. Donc, ce système, l'idée, c'est vraiment qu'il soit conçu pour être régulé, comme on dit, à la demande, ou au moins avec une régulation par horloge pour vraiment adapter le débit en fonction des besoins. Et donc, finalement, le débit réel euh, qu'on a besoin pour l'alimentation en air, il est beaucoup plus faible que le débit de conception du système. Imaginons pendant la nuit, par exemple, ben, il n'y a personne dans le séjour, il n'y a plus d'humidité élevée dans la salle de bain, dans la cuisine, ben, il n'y a que les extractions des chambres qui vont fonctionner, et donc finalement, on a besoin, dans ce cas-là, uniquement du débit total pour le nombre de personnes dans les chambres, et donc c'est un débit qui est relativement limité. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que actuellement, dans la norme, on dimensionne les grilles selon une différence de 2 pascal. On a montré dans différentes études, et il n'y a pas que nous qui l'avons montré, que ça peut fonctionner aussi avec des grilles dimensionnées pour une différence de pression plus grande et donc des grilles qui sont plus petites. Et donc au final, tout ça combiné fait que la grille dont on parle ici au niveau de la porte d'entrée est une grille qui a quand même une taille relativement restreinte. Voilà, ça c'était pour la grille. Et le deuxième aspect pour l'acoustique. Alors au niveau de l'acoustique de la ventilation, il y a deux sources principales. Il y a le bruit provenant de l'extérieur qui pose problème au niveau des grilles d'alimentation, par exemple. Alors là, il existe des grilles qui ont une atténuation acoustique, mais par exemple, dans les chambres à coucher, pour un système C classique, ce type de grille pourrait ne pas toujours répondre à tous les besoins. Si on a vraiment un environnement urbain qui est très bruyant, ça peut ne pas être suffisant. Et donc là, on n'a pas d'autre solution que de changer de système ou de passer à un système C-Hall, par exemple. Au niveau de la partie mécanique, que ce soit l'alimentation ou l'extraction, là, le bruit provient du système, mais là, par contre, j'ai envie de dire, il suffit de le concevoir correctement et il existe des solutions pour le concevoir correctement, effectivement, avec des silencieux, par exemple, et qui permettent vraiment de limiter le bruit et tout à fait garantir le confort. Donc, c'est possible aussi pour l'extraction d'un système, c'est Hall.
Ok. Il y a vraiment beaucoup de gens qui posent la question sur la reconnaissance à la PEB, mais non, effectivement, ces systèmes-là ne sont pas reconnus à l'heure actuelle par la PEB Travaux. Vous confirmez bien ça, hein, Samuel? Oui, alors on parle du certificat PEB, donc Non, ou j'avoue que... même la PEB Travaux, on a les normes en fait. On doit Ouais. respecter des normes de ventilation, et là, comme on n'a pas on utilise un peu un système hybride, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système C complet, Mhm, ni mhm. dans un système D complet. Donc, Ouais, ouais. Donc je connais pas exactement les détails, mais il y a peut-être la possibilité de s'encoder comme système partiel, comme système C partiel éventuellement, ou en principe, je connais pas les détails dans toutes les régions, mais en principe, lorsqu'on a une rénovation légère ou si on n'intervient notamment pas sur les châssis, euh, les exigences de ventilation sont relativement limitées. Ou alors, il y a une exigence que je ne connais pas à Bruxelles, mais euh, non, je pense pas. J'ai aussi des questions, beaucoup de questions sur les primes. Alors voilà, ces systèmes, sont des solutions alternatives qui sont moins coûteuses, mais qui sont effectivement pas complètes et du coup qui ne répondent pas aux exigences pour avoir les primes. mhm, mhm, D'un autre côté, elles coûtent moins cher. Donc voilà, à l'heure actuelle, ça permet pas d'accéder aux primes et on ne sait pas ce qu'il sera en 2025 du régime des primes. Mais mhm, il y a mhm. beaucoup de questions à ce niveau-là. Bien sûr. Euh, les bâtis que vous avez présentés, c'était souvent une maison assez uniforme en hauteur. Dans le bâti bruxellois, il y a beaucoup d'annexes au rez-de-chaussée, Mhm, d'avancées au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on propose comme solution dans un cas comme ça, où du coup on n'a pas de conduit vertical qui peut facilement aller du mhm, grenier jusqu'au rez-de-chaussée? mhm. Euh, oui, je pensais que j'avais un slide, mais non. Donc effectivement, pour des espaces qui sont assez bien décentrés par rapport au reste du logement, que ce soit des annexes au rez-de-chaussée ou que ce soit un espace sous toiture vraiment, vraiment éloigné du reste, on peut éventuellement alors là prévoir une ventilation individuelle de cet espace séparément du système de ventilation, que ce soit avec une fenêtre motorisée, j'en ai parlé tout à l'heure, donc une fenêtre dont l'ouverture est motorisée basée sur un capteur, ou avec par exemple des systèmes D décentralisés. Donc il existe plusieurs fabricants qui proposent des systèmes D qui fonctionnent pièce par pièce. Et donc pour la ventilation d'une pièce, par exemple dans une annexe, que ce soit un bureau ou une chambre d'amis ou ce genre de choses, ça peut être ou un séjour supplémentaire, ça peut être une solution intéressante. Ok. Il y a des questions aussi sur, vous avez parlé beaucoup du CO2 et donc de l'humidité, mais il y a d'autres polluants, style COV. Est-ce que, euh, euh, est-ce que si on n'a pas une ventilation permanente, on n'a pas un risque d'accumulation de COV? Oui, bien sûr. Donc, c'est ce sur quoi j'ai insisté dans l'introduction. Donc, on associe souvent, et heureusement, c'est déjà la base, que l'humidité est vraiment un problème important, et c'est le cas dans certains logements. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que même quand il n'y a pas de problème d'humidité, la qualité de l'air peut vraiment être insuffisante sans qu'on le sache et sans qu'on s'en rende compte parce qu'il y a un certain nombre de polluants invisibles qui sont émis par les matériaux de finition et par le mobilier, que ce soit les meubles, ça peut être du formaldéhyde par exemple, lié à certaines colles utilisées dans certains meubles à base de bois ou de composés de bois. Mais il y a des polluants qui sont émis aussi par les textiles, par toute une série de d'autres objets qu'on a dans nos maisons. Et donc, même en choisissant un certain nombre de matériaux volontairement peu émissifs, on ne peut pas empêcher la présence de certains polluants et donc de ces COV dans l'environnement intérieur, d'où vraiment la nécessité de ventiler pour assurer une qualité de l'air suffisante pour la santé des occupants. Et donc, cette ventilation, effectivement, fonctionne mieux avec des systèmes contrôlés, par exemple mécaniquement à certains endroits, et qui soient dans une certaine mesure permanente, même si on adapte le débit en fonction de la présence des personnes. J'ai deux questions. Alors, une qui dit nettoyage des conduits après quelques années. Quid de ça? Puisqu'on sait que c'est des problématiques qui existent, on le voit dans les bureaux, mais dans les logements, on n'en parle pas beaucoup. Oui, oui. Alors donc, au niveau de l'encrassement des conduits, on a d'autres projets, d'autres publications qui en parlent déjà depuis un certain temps. Grosso modo, l'ordre de grandeur, c'est une dizaine d'années.
avant vraiment d'avoir un besoin de nettoyer les conduits. Il y a une différence à faire peut-être entre les conduits d'extraction et les conduits d'alimentation. Avec un système D, par exemple, si je parle d'un système D, le conduit d'alimentation, ben, il est après le groupe de ventilation, donc il va être protégé par le filtre qui est déjà présent dans le groupe de ventilation. Et donc finalement, ce conduit va, même au bout de 10 ans, très peu s'encrasser. Et tant mieux, puisque c'est de l'air neuf qu'on souhaite garder de très bonne qualité. Les conduits d'extraction, par contre, et y compris pour un système C, ben, eux ne sont pas protégés par un filtre, donc ils vont s'encrasser peut-être un peu plus vite. Mais d'un autre côté, c'est de l'air qui est rejeté à l'extérieur. Donc, en termes de qualité de l'air, ça pose pas tellement de soucis. C'est juste qu'à un certain niveau d'encrassement, l'épaisseur de l'encrassement peut Le débit occasionner des pourrait... pertes de charge. Voilà, le voilà. débit pourrait un peu diminuer. Et donc, il existe effectivement des solutions que certains installateurs sont équipés de ces équipements pour le nettoyage. Donc, c'est des brosses en fait qui sont sur un axe rotatif et qui sont introduites dans les conduits. Et alors, au niveau d'un autre endroit dans le système, on connecte un aspirateur qui va aspirer toutes les poussières qui sont détachées par cette Détaché par les brosse. brosses. Voilà. Ouais. Donc, il y a des sociétés qui commencent à être présentes pour réaliser ce genre d'entretien. Et l'ordre de grandeur, oui, c'est tous les 10 ans, plus ou moins. Ok, merci. On arrive bientôt à la fin en termes de temps. Il y a plus de 20 questions et ça n'arrête pas d'arriver. Donc là, on va parler d'une petite question coût. Alors bon, moi, j'aime pas parler de coût en euros, mais plutôt de consommation en kilowattheure. Est-ce que vous avez une idée des coûts d'usage en kilowattheure de ces systèmes de ventilation? Oui, je vais plutôt parler en puissance peut-être absorbée en direct. Donc, on parle de puissances qui sont relativement faibles. Ça dépend des systèmes. Avec des systèmes C, c'est vraiment quelques watts, 10, 15, 20 watts pour un système C, même centralisé. Avec un système D, des cascades par exemple, qui fonctionne lui à un débit un peu réduit par rapport au système D classique, on n'est pas beaucoup plus élevé, c'est aussi quelques dizaines de watts maximum. Euh, Mais en non-stop. En non-stop, alors donc les systèmes, par exemple le système CO dont j'ai parlé, on va appliquer plutôt la ventilation à la demande. Mhm. Bah, il va adapter le débit en fonction des besoins. Donc à certains moments, s'il y a personne en journée dans le logement, Il le y aura débit plus de va être débit. fortement Ok. réduit. Il sera pas complètement à l'arrêt, mais il sera fortement réduit. Et là, la consommation est vraiment, vraiment très faible. Ok. Donc, à vous de faire le calcul en fonction de vos horaires de présence sur du 20 watts, quelques heures par jour, 365 jours par an pour avoir l'idée de la consommation liée à ça. Une question sur, bah, par exemple, les Velux, il y a une position semi-fermée. Est-ce que c'est considéré comme une ventilation accessible, par exemple, dans un système où ça serait une grille de ventilation? Ou, Alors réglementairement, Non, réglementairement, non, ça c'est sûr. ok, voilà. Mais c'est plutôt là, dans les systèmes alternatifs que vous proposez, est-ce qu'on peut considérer que c'est une ventilation ou c'est pas suffisant? Oui, alors donc ça peut servir d'alimentation en air pour un système C classique, peut-être moins pour un système C Hall, parce que le principe du système C Hall, c'est que l'alimentation soit plutôt au rez-de-chaussée, donc il n'y a généralement pas de Velux au rez-de-chaussée. Non. Euh, donc oui, ça peut servir d'alimentation en air. Maintenant, compter uniquement sur ces ouvertures sans être dans un concept global comme je les ai présentés ici de ces halls par exemple, ça va fonctionner selon les cas en fonction de la configuration du logement et des effets de ventilation naturelle, donc vent et tirage thermique. Donc imaginons par exemple que dans une pièce sous les toits, on a une fenêtre, allez, on a deux fenêtres de toit, une sur chaque pan de toiture, chacune avec une ouverture. Ben là effectivement, on sait qu'avec un peu de vent, quelle que soit un peu la direction du vent, il y aura un certain effet sur Mais un ce sera un débit tirage naturel et comme vous l'avez dit en début de voilà, présentation, c'est quand même pas suffisant. d'une ouverture à l'autre, mais ça reste assez bien contrôlé si on est basé que sur les ouvertures de ces fenêtres de toit. Ok, parfait. Et voilà, on arrive à la fin du webinaire. Il est 13h29. Vous étiez 115 à nous suivre à un moment. Malheureusement, par manque de temps, on n'a pas pu répondre à
toutes les questions. Je vous invite éventuellement à nous les renvoyer via le formulaire de contact sur homegrade.brussels. Merci Samuel pour cette présentation et pour le temps accordé aux réponses. Bedankt Joris voor de vertaling et merci Florence pour le support technique. Bien évidemment, merci à vous toutes et à tous de avoir assisté à ce webinaire. La semaine prochaine, nous accueillerons Saint-Nicolas, mais nous ne réaliserons pas de webinaire. Il faudra donc attendre 2025 pour nous revoir dans ce format. Excellent après-midi à toutes et à tous et à très bientôt. Samuel, au revoir. Merci, au revoir. Merci.